Bonjour à tous. L'objectif de la communication était de parler des particularités de prise en charge des lésions des racines méniscales. Alors, juste un petit point de définition pour commencer. La lésion de la racine méniscale, c'est une lésion osseuse ou du tissu méniscal mou à moins de 10 mm de l'insertion sur le tibia. Sur la diapo, vous avez à gauche une lésion de type 5 de la classification de Laprade qu'on verra juste après, qui est une avulsion osseuse, là sur la racine postérieure du ménisque médial. Et à droite, une lésion type 2 qui est une lésion radiaire complète, encore sur un ménisque interne. Alors c'est des lésions qui sont d'une importance majeure d'un point de vue biomécanique, parce que comme vous le savez, le ménisque absorbe les contraintes pour protéger le cartilage de l'évolution vers l'arthrose. Et du coup, finalement, l'apparition d'une lésion d'une racine méniscale, ça ouvre l'anneau méniscal et ça a à peu près les mêmes conséquences qu'une méniscectomie totale, en diminuant la surface de contact du ménisque, en augmentant la pression locale de contact, que ça soit sur le ménisque interne ou sur le ménisque externe. Sur le ménisque externe, il y a aussi une augmentation de la rotation tibiale interne qui augmente aussi les forces de friction sur le cartilage. Donc la classification qui est décrite pour les lésions des racines méniscales, c'est la suivante, celle de Laprade en 2015, en 5 types, de 1 à 5, le type 1 étant une lésion radiaire partielle, le type 2 une lésion radiaire complète à moins de 10 mm de l'insertion, on le disait tout à l'heure, le type 3 une association entre une lésion de la racine et une anse de saut méniscale, le type 4 une lésion oblique jusqu'à la racine, et le type 5, on le voyait juste avant, une avulsion osseuse. Alors, d'un point de vue épidémiologie, les lésions les plus fréquentes, c'est les lésions des racines postérieures et plutôt sur le ménisque médial. Néanmoins, les lésions de la racine postérieure du ménisque médial sont plutôt présentes sur des genoux dégénératifs et sont finalement associées de manière assez peu commune à la rupture du LCA. Et on le verra après, les résultats sont parfois pauvres avec du coup un risque d'échec un peu plus important et effectivement un risque de faillite du matériel de réparation, même si les résultats sont meilleurs que les résultats d'une méniscectomie partielle dans le contexte. Donc finalement, les lésions des racines qui sont associées classiquement aux croisés, c'est plutôt sur le versant latéral et notamment la racine postérieure du ménisque externe. Donc le diagnostic se fait avec l'imagerie en coupe. La littérature, elle retrouve jusqu'à 10% d'incidence de lésions des racines méniscales, et le registre de la SFA, tout récent de 2024, sur un peu plus de 5000 patients, retrouvait une incidence à 7% de lésions de la racine postérieure du ménisque externe associée à une rupture de croisée. Les risques de développer de ces lésions, c'était le sexe masculin, une nouvelle rupture de ligament croisé, un volume de remnant de LCA faible et un pivot shift important. Donc le diagnostic se fait en IRM avec l'association de différents signes, on l'a déjà bien vu hier. Sur le ménisque externe notamment, c'est pas forcément toujours évident de faire le diagnostic et il faut bien associer les différents signes IRM pour pouvoir faire le diagnostic avant la chirurgie, pour pouvoir avoir le matériel pour réparer, parce que effectivement la réparation et la prise en charge chirurgicale, alors se fait pendant le geste de reconstruction du croisé, mais nécessite du matériel spécifique et une technique opératoire dédiée. C'est important de faire le diagnostic en préopératoire sur l'IRM, parce que du coup il faut avoir le matériel à disposition, ce qui n'est pas le cas de tous les centres et de tous les chirurgiens. Donc il faut avoir un viseur tibial pour la technique transtibiale et puis une pince scorpion adaptée à la taille d'un genou. Les deux techniques principales sont alors la technique transtibiale avec un tunnel osseux et une suture all inside. La technique transtibiale peut être réalisée avec un tunnel indépendant de celui du LCA ou un tunnel ou en passant les fils de suture dans le tunnel du LCA. On le verra tout à l'heure avec une petite vidéo. On peut bien évidemment associer cette technique avec une suture all inside, notamment pour les types 3 et les types 4, avec du matériel pour le coup classique de suture méniscale et une fixation tissu mou, que ce soit dans le résidu de racine ou dans le ligament croisé postérieur. Les résultats du coup sur le versant latéral sont plutôt bons, avec un risque de réopération qui est plutôt faible et jusqu'à 90% de cicatrisation complète.
Ça implique un changement pour la rééducation post-opératoire avec une période sans appui pour 6 semaines, une flexion limitée à 90 degrés pour les 6 premières semaines également, et une reprise des sports impact bien à distance, au moins 6 mois. J'en parlais tout à l'heure pour le versant médial, les résultats sont plus contrastés, mais parce que du coup aussi dans la littérature il y a une grosse partie de lésions sur des ménisques et des genoux dégénératifs, donc jusqu'à 32% de cicatrisation incomplète et des nouvelles lésions ou une faillite du matériel. Néanmoins, les séries pour le ménisque médial retrouvent une diminution de l'évolution vers l'arthrose secondairement quand on compare avec une méniscectomie partielle dans le même contexte. Donc il faut bien retenir que du coup c'est des lésions surtout de la racine postérieure du ménisque externe et que vu l'intérêt biomécanique, c'est très important de les réparer. Je vous remercie de votre attention.